Voilà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce petit événement organisé par Etopia dans le cadre du débriefing de la COP 26 qui s'est clôturée il y a quelques semaines et qui s'est tenue à Glasgow. Je suis Séverine Delavelay, je suis députée fédérale pour Écolo, en charge notamment des thématiques liées au climat et à l'environnement. Et il me revient, ainsi qu'à mon collègue Jean-Philippe Florent, qui est là, vous voyez sa petite tête, de co-animer cet événement qui va nous occuper pendant 2 petites heures, parce que nous devons clôturer pour 14 heures, et qui va nous permettre d'essayer d'approfondir nos réflexions communes sur disons, comment est-ce que la COP a pu atterrir et qu'est-ce qu'on en ressort et quelles sont surtout les perspectives pour la suite. Alors, je vais vous donner quelques petites informations sur comment vont se passer ces 2 heures et qui nous avons pu réunir autour de nous pour discuter de ces enjeux. Nous allons travailler ensemble autour de 3 questions. La première sera la question qui est: est-ce que la COP reste l'endroit le plus pertinent pour les négociations internationales sur le climat? Ensuite, comment rendre plus efficace le positionnement de la Belgique? Comment mieux préparer ce positionnement? Et enfin, comment les objectifs de la COP sont-ils mis concrètement en œuvre? Alors, pour aborder ces 3 thèmes, il nous avait semblé important de réunir aujourd'hui différents profils. Tout d'abord, bien sûr, nos ministres du climat. Je les appellerai les ministres du climat. Je ne vais pas chaque fois donner leur nom complet, parce que certains sont assez longs, mais c'est bien à ce titre-là qu'ils sont invités. Et nous avons donc parmi nous la ministre fédérale Zakia Katabi, qui fera l'introduction du premier thème. Nous avons aussi parmi nous, nous devions avoir parmi nous le ministre Philippe Henry de la région Wallonne, qui malheureusement est retenu en réunion ministérielle en Wallonie. On vient de l'apprendre maintenant, mais c'est son chef de cabinet, Monsieur Dominique Perrin, qui fera l'introduction du deuxième thème pour le ministre. Et enfin, pour le troisième thème, nous avions souhaité avoir le ministre bruxellois Alain Marron, mais qui est aussi tenu, c'est la dernière semaine avant les vacances, donc nos ministres sont fortement sur le feu, et il sera représenté par Nicolas Raymondi, qui fera l'introduction du troisième thème. Mais évidemment, si nos ministres font l'introduction, ce qui était très important pour nous pendant ces 2 heures, c'était de réunir autour de nous différents profils de la société civile, tant des profils académiques que des profils strictement société civile, j'ai envie de dire. Et donc, je vais les nommer brièvement et surtout vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à l'appel. C'est vraiment important pour nous d'avoir ce moment pour essayer d'atterrir ensemble et de se redonner un souffle pour la suite de nos combats qui sont complémentaires, même s'ils sont fort différents entre les parlementaires, les ministres et la société civile, mais d'essayer de réfléchir ensemble ce matin. Alors, on a le plaisir d'avoir avec nous Madame Sophie Berger de l'IPCC, qui est là, qui vient de nous faire un petit coucou. Donc, IPCC, donc GIEC, pour la version francophone. Nous avons Olivier de Sutter, qui est là comme rapporteur spécial des Nations Unies, que vous voyez aussi à votre écran. On a François Massonnet du Centre de recherche sur la Terre et le climat de l'UCL. Nous avons aussi Arthur Fonsny de IOE, qui est parmi nous. On a Thomas Nagan du CNCD 1111, mais qui est aussi là en tant que membre de la coalition climat. Nous avons aussi Adélaïde Charlier de Youth for Climate, qui, malgré ses examens de fin d'année, nous consacre quelques heures. Merci à elle pour ça. Nous avons Alba Saray Pérez de Oxfam, aussi membre de la coalition climat. Et nous avons Véronique Thierry-Failly du réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement. J'espère que je n'ai pas martyrisé votre nom. J'espère n'avoir manqué personne de nos illustres
invités de ce matin. Vous êtes plusieurs à suivre nos travaux aussi de loin. Alors, pour nos intervenants, ils prendront la parole à différents moments des échanges. Et puis, pour les autres, vous n'hésitez pas à remettre vos questions dans le chat et on fera remonter vos questions dans les échanges des différents thèmes. Donc voilà, on va commencer directement. Ce n'est pas la peine de faire trop long à ce stade. Vous remercie encore infiniment d'avoir répondu sur des délais si courts et nous consacrer ce temps pour réfléchir ensemble à la suite de nos combats. Sans plus attendre, on va passer donc au thème 1, qui est « Est-ce que la COP climat reste l'endroit le plus pertinent pour les négociations internationales ?» Et je donne directement la parole à la ministre Zaka Katabi pour environ 5 minutes. Et la parole est à vous. Merci Séverine. À mon avis, ce sera un peu moins. Alors, la question se pose évidemment suite aux déceptions légitimes de la COP26, mais aussi des précédentes. Et alors, après chaque COP, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Alors, c'est vrai que la COP ici, 26, n'est pas à la hauteur. Le bilan, il est mitigé. Le pacte de Glasgow, il est décevant sur la question des finances, de l'adaptation, de la solidarité Nord-Sud. Tout ça, on est d'accord. Je voudrais, pour pouvoir répondre à la question, peut-être contextualiser en fait l'enjeu et sans doute ce qui est à la base des déceptions. Voilà. D'abord, dire que ce qu'on ne dit jamais, c'est que le péché originel, en fait, il est à Paris. C'est le mécanisme volontaire de l'accord de Paris. Il n'y a aucune contrainte pour que les pays augmentent leurs efforts. Et donc, partant de là, on ne peut pas attendre des choses plus contraignantes que ce qu'il y a sur la table. Et ce n'est pas le propre à la COP26, c'était un premier élément. Un second élément, c'est la réalité institutionnelle. C'est une négociation internationale au consensus. Donc, on n'a pas réussi à établir un mécanisme de vote. Et donc, on y travaille au consensus entre 197 pays. Et donc, on donne ainsi un pouvoir important aux pays qui potentiellement bloquent. Alors, néanmoins, ceci étant dit, je pense, moi, qu'il est important de continuer à organiser les COP sans surestimer leur capacité d'action, sans surestimer leur rôle. Je m'explique. La limite de l'exercice à la COP, c'est que jusqu'à présent, certains États considéraient que la COP n'a pour vocation que de traiter du climat. Pas de l'énergie, pas de l'économie, alors qu'on sait que le cœur des réponses en matière de réduction de nos émissions, c'est la transformation des économies, c'est la remise en question du paradigme de la croissance. Et donc, tant que ce débat-là, tant que la remise en question de notre modèle économique n'est pas posée à l'échelle nationale, à l'échelle internationale et dans les cénacles ad hoc, on ne peut pas attendre alors de la COP climat qu'elle règle quelque chose qui ne lui appartient pas. Et de ce point de vue, l'inscription, par exemple, de l'ambition même revue à la baisse de la réduction de nos énergies fossiles et la référence au GIEC et donc par là même la reconnaissance de la responsabilité de l'activité humaine sont, à mon avis, autant de pieds dans la porte dont nous devons nous saisir si on veut préparer la COP27 et les suivantes et si on ne souhaite pas être éternellement déçu. Et de la même manière, un autre, à mon avis, enjeu important à traiter en amont des COP elles-mêmes, c'est la conciliation de l'impératif de nos réductions de gaz à effet de serre et le besoin de développement des pays émergents. Et cette tension, elle a un effet paralysant. Moi, c'est la première fois que j'étais à la COP comme ministre, et donc en dialogue avec des collègues, avec la société civile, ça j'avais l'habitude, mais avec des collègues. Et donc cette tension permanente, elle continuera à être là, et eu égard à ce que j'évoquais avant, le consensus, etc., ne permettra pas d'aller plus loin si on ne répond pas à cet enjeu-là. D'autant plus que les termes de l'accord, de ces accords, eh bien, ce sont des termes qui font référence à une réalité du monde industrialisé. Ce sont des termes qui font référence à l'industrialisation et le développement tel que nous le connaissons. Et donc, c'est, à mon avis, une limite importante et il faut apporter des réponses à ces questions-là. Et de ce point de vue-là, moi, je reste inquiète parce que d'un côté, nous portons, alors l'Europe singulièrement, mais
nous portons les ambitions les plus fortes. On attend des autres acteurs autour de la table la même ambition, sans leur donner les outils et les moyens dans leur processus de développement de dépasser ou en tout cas de bypasser des étapes de l'industrialisation que nous avons connues et qui sont les plus polluantes. Je pense, alors oui, l'enjeu du financement est fondamental, mais je pense qu'il y a d'autres enjeux, notamment le transfert des technologies. Voilà, je ne suis pas malheureusement optimiste de ce point de vue-là. On voit l'enjeu des vaccins, toute la difficulté qu'on a à faire lever les brevets. Donc, il y a un vrai enjeu de ce Et donc, autour de la COP, on ne peut pas continuer comme militant du climat, pour le dire rapidement, à accepter le débat en silo. Nous devons, comme militants du climat, exiger en amont que le FMI, que les instances ad hoc s'emparent aussi de ces enjeux-là, pour qu'on puisse alors se donner une feuille de route crédible en matière de réduction des gaz à effet de serre. Je ne crois pas qu'on gérera mieux le climat dans un monde sans COP. On n'a pas de solution définitive au changement climatique et la coopération internationale demeure, à mon avis, indispensable. L'action d'un pays isolé contre le changement climatique n'a aucun sens, et même à l'échelle européenne, j'ai envie de dire, au-delà d'un pays. Et par ailleurs, les COP restent le seul endroit où les pays en développement, où les petites îles, où la société civile continuent à avoir une voix importante, même si elles n'obtiennent pas gain de cause. J'ai évoqué tout à l'heure la réalité du consensus, mais je pense que c'est un rendez-vous fondamental qu'on doit maintenir. Alors oui, il faut continuer à organiser les COP, mais nous sommes condamnés, il faut le savoir, à être déçus si les choses ne bougent pas par ailleurs. Voilà, c'est vraiment pour la mise en perspective du sujet, une mise en perspective très personnelle, évidemment. Un grand merci, Zakia. C'est moi qui reprends la parole pour la modération. Donc, je rappelle la thématique qui a été lancée et que Zakia Katabi vient de brosser, de donner un peu son point de vue. C'est: est-ce que la COP climat reste l'endroit le plus pertinent pour des négociations internationales sur le climat? Et on a avec nous Sophie Berger du GIEC. Alors, vous savez bien que le GIEC a sorti son 6e rapport cet été, justement, et qu'il est beaucoup plus assertif que les précédents, en ce sens qu'il dit très clairement qu'il n'y a plus de doute possible quant à la cause principale de ce réchauffement climatique. Et j'ai envie de poser à Sophie Berger cette question: est-ce que les COP climat répondent correctement ou incorrectement à l'enjeu climatique qui est documenté dans les rapports du GIEC? Et est-ce qu'il est encore pertinent, puisqu'on fait tous le constat finalement d'une certaine déception à la sortie de la COP26? À cette question, j'ai envie de répondre que déjà, en fait, pour moi, le principal problème de la COP, c'est qu'elle a été vendue par pas mal de politiciens qui allaient là-bas, des politiciens assez haut profil, comme un peu la COP de la dernière chance. Et avec cette idée de soit ça passe et on va sauver le monde et on arrivera à 1,5 degré de réchauffement, soit ça passera pas. Or, pour moi, formuler les choses de cette manière, c'était voué à l'échec. Parce qu'on le sait, les mécanismes de la COP, il y a beaucoup, c'est très très lent. Les rapports du GIEC, même depuis le premier rapport du GIEC, depuis 1990, la science est claire. Et ce que la science a fait, c'est que la science est devenue de plus en plus claire. Et c'est ce qui s'est passé avec le dernier rapport du GIEC qui est sorti cet été, c'était de dire, OK, au niveau scientifique, il n'y a plus aucun doute possible, c'est un fait établi. C'est aussi sûr que la Terre est ronde et ce genre de théorie-là. Mais on sait aussi que justement, au niveau politique, c'est au niveau politique que ça coince et que là, maintenant, la balle est dans le camp des décideurs politiques et de l'action. Après, au-delà de ça, pour moi, la COP est importante parce qu'elle met l'enjeu du climat au centre de l'attention. Que ce soit la société civile sans COP, est-ce que la société civile se serait autant mobilisée, même au niveau international? Ça permet aussi aux acteurs de la société civile et aux activistes du climat de se rencontrer et de se coordonner. C'est ce qu'on a vu très fort pour moi avec tous les mouvements de Fridays for Future and Youth for Climate et ce genre de choses. Et ça a permis de donner une voix et donner beaucoup plus d'ampleur à ce genre de mouvement-là. Et au-delà de ça aussi, ça permet de créer de la pression internationale pour encourager les pays à être beaucoup plus ambitieux. On le sait, et c'est ce qui a été dit dans l'introduction, que ce sera au niveau des États et que vu que l'accord de Paris n'est pas contraignant, ce sera au niveau des États de faire les choses.
Mais le fait d'avoir la COP, le fait d'avoir, il me semble que c'est UNEP qui avait sorti un peu avant la COP un rapport sur les émissions et comment on dit ça en français, les NDCs, avec, sur le réchauffement induit Contribution naturelle. par les contributions nationales, et le fait d'avoir ce genre de rapport qui est sorti pour la COP, ça a permis de mettre un peu quand même de pression politique, et on voit qu'il me semble que si on met bout à bout les ambitions des États qui ont été augmentées grâce à la COP, on a quand même gagné 0,3 degrés de réchauffement évité si les États mettent en œuvre ce qu'ils ont promis. Or, il faut aussi garder, et ça, je vais terminer par ça, garder en tête qu'on parle beaucoup de limites de 1,5 degré de réchauffement ou de 2 degrés, et on a l'impression que soit on va atteindre ces limites, soit on ne va pas les atteindre, et que si on rate le 1,5 degré de réchauffement et qu'on dépasse ça, c'est fini, tout s'arrête. Or, la science est claire sur le fait que chaque fraction de réchauffement compte et chaque action compte, et donc si on vise 1,5 degré de réchauffement et qu'on n'y arrive pas, limiter la température à 1,7 degré de réchauffement sera toujours mieux et évitera beaucoup de catastrophes naturelles que 2 degrés, par exemple. Merci Sophie. Donc, je résume un peu les interventions à la fois de Zakia Khattabi et de Sophie Berger. Les COP sont en format imparfait, mais néanmoins indispensable pour l'action climatique. Chaque dixième de degré compte. Ça, je pense aussi que c'est un message très fort que nous devons avoir en tête. Je passe à présent la parole à Olivier Descuter, qui est rapporteur spécial aux Nations Unies et qui connaît également les enjeux à la fois des impacts climatiques et des enjeux du climat. Olivier, quelle est votre vision par rapport aux COP? Est-ce qu'elles sont encore pertinentes? Est-ce qu'elles sont encore utiles? Est-ce qu'elles aident la planète à se mettre en marche vers la décarbonation et vers la résilience? Merci beaucoup Jean-Philippe. J'aurais probablement plus à dire sur le troisième sujet, mais ici, 3 brèves réactions à ce que à la fois Zakia Khattabi et Sophie Berger ont dit. Premièrement, bien entendu, la tension est réelle entre le souci de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ce que les pays pauvres appellent leur droit au développement, leur droit de s'industrialiser et d'accroître les possibilités de consommation. Mais je dirais, tout dépend du type de développement que l'on encourage dans ces pays. Et je voudrais insister sur le fait que, par exemple, renforcer la protection sociale dans les pays pauvres, améliorer l'éducation des femmes, c'est une manière, en fait, de contribuer à réduire le changement climatique, à atténuer le changement climatique, parce que ça permet de réduire le rythme de la croissance démographique en permettant aux familles d'avoir des familles moins nombreuses, d'avoir moins d'enfants et réduisant le taux de fertilité. Donc, je crois qu'il y a une tension en principe entre les attentes des pays du Sud qui veulent effectivement pouvoir consommer davantage en s'industrialisant et les objectifs de l'accord de Paris, mais qu'il n'y a pas une seule trajectoire de développement et que nous devons être conscients des choix qui sont à faire à cet égard. C'est pour ça que je crois pour ma part que la protection sociale est un atout majeur dans la lutte contre le changement climatique, par exemple. Deuxième réflexion, c'est que, bien entendu, les COP 26, comme Sophie Berger, ou les COP, comme Sophie Berger l'a justement rappelé, sont un rendez-vous extrêmement important qui permet de maintenir la pression. Mais je suis quand même frappé, comme nous le sommes tous et toutes sans doute, par l'écart qui existe entre les engagements qui sont pris sur papier, y compris dans les contributions nationales volontaires qui sont régulièrement mises à jour, et la réalité du terrain. Les courbes, elles, n'évoluent pas. Et il y a bien sûr un écart entre ce qu'il faudrait faire pour rester en deçà de 1,5 degré centigrade et ce que les États s'engagent à faire. Mais l'écart est encore plus important et plus inquiétant entre ce qu'ils s'engagent à faire et ce qu'ils font réellement, ce qui est lié au mode de consommation et de production. Il y a une sorte d'inquiétude qui, du coup, se fait jour, qui tient au fait qu'on s'en tient aux mots et qu'on crie victoire dès lors que les pays s'engagent à l'horizon 2050-2055 à la neutralité carbone, alors qu'en fait les courbes n'évoluent pas parce qu'on ne prend pas à bras le corps ce que Zakia Khattabi, à juste titre,
appelait la question du changement de nos modèles économiques. Et donc, il faudrait évidemment importer les enjeux climat dans d'autres négociations, mais aussi peut-être élargir le périmètre des conférences climat pour vraiment être à la hauteur de ce défi. Et je pense que Zakia Khattabi l'a bien rappelé. Troisième et dernière réflexion, c'est que un problème majeur, me semble-t-il, qui est un peu un tabou, c'est celui de l'influence des entreprises dans la manière dont les politiques climatiques sont adoptées par les États. Il est d'ailleurs quand même significatif que les lobbies les mieux représentés à Glasgow, c'était les lobbies de l'énergie fossile, des énergies fossiles. Ils étaient extrêmement présents, bien outillés. Et n'oublions pas que dans d'autres domaines, on a des mécanismes qui visent à éviter le poids disproportionné de ces lobbies dans la prise de décision publique. Je pense notamment à la question du tabac. Les entreprises de production du tabac sont interdites des négociations au sein de l'Organisation mondiale de la santé. On a d'ailleurs une convention cadre sur le contrôle du tabac qui est très précis quant à l'indépendance de la décision politique par rapport au lobby du tabac. On devrait avoir la même chose par rapport au lobby de l'énergie fossile. Et je pense que ce serait pas mal d'avoir des mesures d'intégrité qui feraient en sorte que les politiques climatiques et énergétiques prises par les États soient à l'abri de ce type d'influence. Merci. Merci Olivier de Sutter. Effectivement, on ne peut que témoigner de l'importance, la présence massive de lobby lors des COP, lors de cette COP 26 à Glasgow. J'ai envie de passer à présent la parole à Adélaïde Charlier, qui nous vient de Youth for Climate, qui est connu dans le paysage médiatique belge pour son engagement pour le climat, pour avoir aussi son point de vue en tant que jeune impliqué pour le climat par rapport à ces grands-messes climatiques. On a bien entendu le message à la fois de Zakia, de Sophie Berger, de Olivier de Sutter. On n'est pas à la hauteur, les courbes restent dramatiques. Quels sont les enseignements que, Adélaïde, vous retirez de cette COP à laquelle vous étiez présente également? Merci beaucoup pour l'invitation et du coup la possibilité de partager mon avis, principalement personnel, mais quand même aussi beaucoup d'échos non seulement des jeunes qui ont pu être sur place, mais des jeunes qui ont analysé la COP26 en Belgique. Je pense que la COP26, c'est comme un énorme paradoxe. On est constamment entre... pendant une heure, on a l'impression que tout avance et puis l'autre heure, en fait, tout change et en fait, on recule de 40 000 pas. Donc, en fait, c'est vraiment constamment des paradoxes et c'est constamment tout le monde qui a envie de changer et en même temps, on n'a pas le même chemin. On n'a pas tous la même envie et la même manière de vouloir changer. Et donc, après avoir passé 2 semaines à la COP26, qui était ma première COP, la frustration était à son plus haut niveau, non seulement chez moi, mais aussi les jeunes du mouvement des jeunes pour le climat, qui évidemment sont sortis de là en réalisant que c'est clairement pas la COP qui va sauver le climat, c'est clairement pas la COP26, mais c'est sûrement pas la COP27 non plus. Donc, c'est pas la COP qui va sauver l'urgence climatique. Donc ça, c'est la première chose qu'on a ressentie. Après, évidemment, il y a un côté très positif. On a pu rencontrer, comme ça a déjà été mentionné, énormément d'autres jeunes. Ça nous a permis de créer beaucoup plus de coalitions entre des jeunes à travers le monde entier. Et donc, ça nous a permis de vraiment renforcer notre mouvement à un niveau international. Mais donc, la COP reste importante parce qu'on a besoin, à un moment donné, de rassembler tous les leaders politiques du monde entier, de les mettre dans une pièce pendant 2 jours et que même si parfois c'est du greenwashing, qu'ils mettent en avant des choses pour dire qu'ils avancent, parce que ça les oblige politiquement à se dire qu'il va falloir avancer. Mais les COP seront insuffisantes et ont été pour le moment insuffisantes et ne sauveront pas le climat. Je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête et ne jamais garder espoir sur le fait qu'une COP pourra évidemment sauver ça. Parce qu'évidemment, une fois que la COP s'est passée, même si, comme à la COP 21, on a un accord qui est bon, en fait, le travail se fait après la COP. Le travail se fait tout le long de l'année entre la COP 26 et la COP 27. C'est maintenant qu'on pourra réellement voir si la COP 26, en fait,
a eu en impact? Est-ce que maintenant, quand on rentre chacun dans nos pays, on arrive réellement à mettre en œuvre ce qu'on a promis devant tous les autres États membres? Et donc, c'est maintenant qu'on analyse en fait si on va pouvoir réellement avancer, si la COP26 a eu en impact. Ce qui est important aussi pour moi, c'est que cette COP26 prouve qu'on n'arrive toujours pas à mettre la vie au-dessus des intérêts économiques. En dernière minute encore, on voit clairement que les lobbies, non seulement économiques, mais comme Olivier l'a déjà mentionné, les lobbies des énergies fossiles étaient bien plus présents que tout autre groupe, en fait. Et donc, ça, évidemment, ils ont un espace qui est plus grand et donc, ça leur permet de gagner, en fait. Et donc, c'est ces intérêts-là qui ont été encore une fois mis en avant l'intérêt de ceux qui sont déjà touchés aujourd'hui par les conséquences climatiques, qui ont eu du mal à rejoindre la COP. Et donc, évidemment, ces voix-là n'ont pas été écoutées. Et pourtant, elles sont présentes. Elles ont juste pas eu la chance d'avoir accès à cette COP, ou encore, une fois qu'elles ont eu accès à cette COP, avoir accès à des négociations ou des négociateurs. Et donc, évidemment, il y a toute cette question en fait, de la COP qui est en fait aussi à repenser. Aujourd'hui, pour moi, il y a un manque de démocratie à l'intérieur de la COP. On doit pouvoir inclure le citoyen. Et quand on dit le citoyen, ce n'est pas celui et seulement celui qui a un intérêt à aller à la COP. Et donc, pour moi, on doit repenser la COP si on veut qu'elle continue à avoir des impacts ces prochaines années. Elle doit devenir un endroit où le citoyen a un mot à dire, est inclus dans les discussions et donc peut aussi avoir tout en temps en impact comparé au lobby. Et quand on parle d'impact, c'est non seulement en temps pour pouvoir négocier, mais c'est du coup que le monde politique ne voit pas à travers une discussion avec des jeunes, il voit peut-être beaucoup moins d'intérêt qu'une discussion avec des lobbies où il voit un intérêt économique. Et ça, on doit pouvoir le mettre de plus en plus en avant. C'est quelque chose qui est difficile à entendre et je pense que c'est réellement non seulement le rôle des citoyens, mais le rôle de chacun d'entre nous ici de réellement pouvoir constamment le mettre en avant. Donc, je retiens de cette COP qu'on va devoir changer la manière dont elle fonctionne si on veut qu'elle ait un impact. Et je retiens surtout que ce n'est pas à la COP qu'on arrivera à avoir un réel changement pour atteindre une diminution du réchauffement climatique, des impacts, surtout que c'est vrai que ça a été mentionné, désolée, je parle beaucoup, mais ça a déjà été mentionné qu'on a gagné 0,3 degrés grâce à cette COP26. Apprendre, tout est à prendre évidemment, mais quand on dit ça à mes amis des Philippines qui font déjà encore face aujourd'hui à un nouveau typhon, ou à mes amis du Ouganda ou du Chili, évidemment, ils rigolent et ils me disent merci, mais ça ne changera très, très peu, voire rien du tout pour moi personnellement. Donc, il faut pouvoir inclure ces voix-là dans nos discussions. Merci. Merci en tout cas pour ce constat assez dur hein, par rapport à l'organisation des COP, de messages importants d'implication de la société civile, des jeunes et des personnes qui sont directement touchées davantage. Qui fait également écho à l'un des commentaires que j'ai pu lire de Gérard Piroton sur le mandat des politiques qui étaient présents, savoir aussi qu'ils représentent quelque part une partie de leur électorat. Peut-être que ce mandat peut être aussi un peu plus marqué. Très rapidement, parce que le temps passe vite, il nous reste plus ou moins 7 minutes pour couvrir cette thématique. J'ai envie de passer maintenant la parole à François Massonnet du Centre de recherche sur la Terre et le climat, et peut-être rester vraiment dans cette thématique de comment mieux intégrer les différents citoyens dans les COP et comment la rendre plus démocratique et surtout plus effective. François, la parole est à vous. Merci pour votre invitation. Mais je voulais réagir sur et renforcer en fait le point qui a été fait par Sophie, parce que je crois que c'est essentiel. Le problème n'est pas tant la COP, le problème est le battage médiatique un peu néfaste qu'on fait autour de la COP dans la manière dont on la présente. Et ce n'est pas le seul cas de la COP, c'est le cas aussi de toutes les questions climatiques. Quand on présente les choses en disant que c'est la COP de la dernière chance, que si on dépasse 1,5 degré, on est voué à avoir un monde qui explose, en fait, on prend un énorme risque, c'est que les gens attendent que ce moment-là se passe pour voir ce qui va se passer après. On a observé exactement la même chose, si vous vous rappelez, avec l'évolution des
du nombre de personnes en soins intensifs durant l'épidémie. Je me rappelle très bien un coup de sang de Paul Magnette l'année passée, je crois, où on voyait ces courbes se rapprocher du seuil de 2000 lits et qui disait mais il faut arrêter de regarder cette courbe qui monte parce qu'il y a les gens ont cette tendance naturelle à se dire on va se rapprocher le plus près possible du seuil qu'on nous a mis pour voir si vraiment il y a un problème. Et avec le climat, c'est la même chose. C'est mon impression en tout cas, parce que ça fait 10 ans, 15 ans maintenant que je pense que la scène médiatique est fortement occupée par ces questions-là. On parle de ces limites à ne pas franchir, 1,5, 2 degrés, qui sont réellement, au point de vue physique, des limites dangereuses. Mais force est de constater que les choses ne changent pas beaucoup. Et donc, je pense que la manière de structurer ces questions en disant échec ou réussite n'est pas la bonne. Et pour prendre une métaphore, c'est ce que j'essaie de faire souvent quand j'explique un peu les dangers du changement climatique, plutôt que de parler par exemple d'un précipice devant lequel on arrive et que si on fait un pas de plus, on va tomber dedans. Je parle plutôt d'un bateau, le Titanic, qui va vers le nord et qui rencontre de plus en plus d'icebergs et qui risque de couler de plus en plus au fur et à mesure que les icebergs grossissent en taille et en nombre. Et je crois que la manière de présenter cette question est essentielle parce que si on continue à rabâcher les gens en disant on ne peut pas dépasser ce seuil et puis on le dépasse et on vient en disant oui mais finalement le danger va arriver, je vous promets, et que les gens ont du mal à s'approprier ce danger, en fait, ça ne fait que repousser l'action climatique. C'est un peu là-dessus que je voulais réagir. Alors, sur la nécessité des COP, très rapidement, je n'y étais pas, donc je ne peux pas non plus avoir une opinion très tranchée, mais il me semble que ça reste un lieu unique où on peut réunir les sphères politiques, les sphères scientifiques, les sphères aussi militantes autour d'une même question. Il ne faut pas oublier que ça a un rayonnement international et médiatique immense et que c'est une sorte de piqûre qui revient chaque année et qui permet de se rappeler que l'urgence est là. Et donc, à mon avis, les COP doivent continuer, en tout cas dans leur vocation actuelle. Voilà. Merci beaucoup François. On va terminer par une dernière intervention sur cette thématique de Nadège Carlier, qui est du Forum des jeunes et qui est représentée, qui était la déléguée de l'ONU présente à la COP. Nadège, je pense que vous êtes présente. Ça vous permet peut-être de conclure aussi sur cette thématique, mais d'avoir aussi votre ressenti en tant que jeune par rapport à ce qui en est sorti. Oui, je rejoins assez bien tout ce qui a été dit précédemment, donc je ne serai pas trop longue. C'est vrai que donc moi, c'était aussi ma première COP, la COP 26 à Glasgow. Donc, c'est vrai que quelque chose qui m'a peut-être marqué, c'était effectivement le fait de traiter que du climat, mais pas forcément des autres problèmes en amont. Enfin, je pense typiquement le fait que ce soit la première fois qu'on mentionne vaguement les énergies fossiles à une COP, c'est vrai que moi, ça m'a un peu choquée. Je pensais que c'était déjà acquis et j'étais là, ah, ok, on en est seulement là. Puisqu'il y avait cette phrase emblématique en plein air qui avait été sortie comme quoi, par l'Inde, je pense, que ce qui compte, c'est donc les émissions, pas les sources. Voilà, quand on m'a dit ça, c'est vrai que je me suis dit, bon, ok, on est encore peut-être un petit peu loin dans le discours climatique. Ça m'a fort marqué. Je pense qu'il y avait les questions aussi quand même des inégalités d'accès, ça a été déjà mentionné avant, mais moi ça m'a marqué aussi. Donc voilà, il y a la partie la blue zone, etc. Et puis il y a la partie avec les pavillons. Moi ça m'a un peu fait l'effet d'une exposition universelle, quoi, où on se rendait compte en fait que même là, c'était quand même un symbole assez fort, où on se rendait compte que les pavillons n'avaient pas tous la même taille et que voilà, ça restait à nouveau les pays limite les plus voilà, motivés par les énergies fossiles qui avaient les plus gros pavillons, et c'était un peu, enfin, cette rhétorique comme ça venait souvent, et c'était un assez gros symbole. Mais toutefois, voilà, je rejoins ce qui a été dit, on peut être déçu par beaucoup de choses, mais il n'empêche que c'est un énorme momentum médiatique, politique, et ça, voilà, c'est évidemment précieux, et ça va peut-être faire un petit peu la transition avec la suite, mais en termes de momentum médiatique et politique, ça veut aussi dire que parfois, on attend que la COP se passe pour faire des choses nationales. Enfin, moi, ça m'a peut-être marqué au fait qu'en étant sur place à Glasgow, j'ai l'impression d'avoir plus ou autant, en tout cas, parlé de choses belges.
voilà, de choses comme le burden sharing, etc., pour ne pas le nommer, qui sont des choses très belgo-belges, qui n'ont en fait rien à voir avec la COP, mais on attend ce moment médiatique, politique, pour traiter ça. Et donc voilà, c'est un peu un constat en demi-teinte dans le sens où, enfin, je m'en doute on a parlé de ça avant, mais parfois il y a un peu cette attente de tout mettre sur la COP, sur ces dossiers-là. Et donc, oui, à la fois, ça veut dire que c'est important la COP parce que pour des pays, et là je ne parle pas forcément de la Belgique, qui en font moins ou quoi, ben c'est bien d'avoir cette deadline de la COP pour reforcer de mettre ça à l'agenda. Et d'un autre côté, ça veut dire aussi parfois, est-ce que des pays pourraient pas faire plus entre les COP qu'à ces COP-là. Mais donc voilà, pour rappeler cet enjeu quand même entre l'international et le national, moi ça m'a assez interpellée. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue. Merci. Mais donc, merci beaucoup. On tient en plus parfaitement le timing. Alors, j'ai vu que certains et certaines d'entre vous avaient levé leurs petites mains. Ce n'est que partie remise. On a encore 2 thèmes. Donc, on aura l'occasion de vous entendre sur d'autres. Merci beaucoup, Nadège. Carlier, d'avoir fait cette transition avec le deuxième thème, c'est parfait. Je voudrais juste conclure sur ce premier, enfin conclure, c'est impossible, hein. L'enjeu est tellement énorme, on ne peut pas conclure, mais on a clairement identifié trois enjeux, 3 écueils de ces grands messes du climat. On a dit, on a un problème de discours et de perspective. Tant qu'on voudra faire du climat une mini-bulle déconnectée des autres enjeux, on sera dans l'impasse. Ça nous avait fort marqué, Jean-Philippe, Florent et moi-même, quand on était sur place, parce que nous étions aussi sur place, on a eu l'occasion de voir plusieurs d'entre vous, à quel point il y avait vraiment 2 narratifs qui se côtoyaient dans ces couloirs, celui de on ne change rien, on fait toujours la même chose, mais par une baguette magique technologique ou autre, tout va bien se passer. Donc une espèce de grand fantasme, et puis ceux qui portaient réellement un message assez radical, dans le sens fort du terme, de changement de paradigme, et comment faire gagner en force celui du changement de paradigme par rapport à celui du ne changeons rien. Vous aviez tous vu une petite voiture de course qui était là, présentée solaire, qui pour moi représentait exactement l'impasse dans laquelle on se trouve. Donc on a le problème de perspective, de discours, de vision, on a le problème de démocratie, comment mettre les citoyens au centre, comment fermer la porte au lobby qui était effectivement partout, le lobby des énergies fossiles d'une part, il y en avait d'autres bien entendu, comment la place des pays du Sud peut être renforcée pour que leur agenda prenne plus de place, et puis la question de l'efficacité. Tant qu'on pensera que la COP est la solution, on est condamné à être déçu, vous l'avez tous dit. Le travail de la diminution de nos émissions, c'est un travail qui doit être mené au jour le jour par tous nos exécutifs partout sur la planète, et c'est très beau d'avoir des NDC qui sont pas suffisamment ambitieuses, mais maintenant l'enjeu c'est surtout de les mettre en œuvre. Et donc là-dessus, ça sera évidemment 3 blocs sur lesquels on va devoir avancer très rapidement, parce que la prochaine COP, elle est dans quelques semaines déjà, presque quelques mois, et il va falloir trouver probablement des solutions. Donc le deuxième thème, c'est comment rendre plus efficace ce positionnement de la Belgique, comment mieux préparer ce positionnement. C'est vrai que on le sait, on est arrivé au niveau belge à la COP relativement peu préparé. Alors, j'aime pas m'exprimer comme ça parce que c'est pas un manque de préparation, mais c'est un manque probablement de volonté politique. Ça a fortement vécu au niveau belge la difficulté qu'on a eu d'avoir un burden sharing clôturé avant d'arriver. Et pour ça, je donne directement la parole pour environ 5 minutes à Philippe Henry, notre ministre wallon du climat, qui finalement a pu se libérer pour nous rejoindre. Merci à lui. Et donc, Philippe, vous avez la parole pour quelques minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai entendu quand même une série d'interventions, mais même si je ne peux pas rester très très longtemps à cause du Parlement qui est dans sa dernière séance aujourd'hui, avec le budget notamment. Et c'était très intéressant, ces différentes interventions. Ça traduit évidemment aussi plusieurs angles de vue d'une réunion mondiale extrêmement complexe, d'un sujet très complexe, d'une négociation à beaucoup d'enjeux, à beaucoup d'entrées. Alors, comment se préparer? Ça a été déjà dit dans les interventions précédentes, il faut bien distinguer 2 choses, c'est-à-dire la COP en elle-même et la négociation internationale et l'intra-belge. Je vais commencer d'abord par la COP, et de ce point de vue-là, il ne faut jamais oublier que nous nous inscrivons dans une négociation où nous sommes représentés en fait par l'Europe. Donc, lorsque nous allons comme ministre, par exemple, avec les administrations à la COP,
nous avons l'occasion de participer à toute une série d'événements, à rencontrer d'autres interlocuteurs, à tenir des conférences, etc., etc. Donc, il y a une multitude d'événements et il y a la négociation en tant que telle. La négociation en tant que telle, elle est menée par l'Europe, par l'Union européenne, dans laquelle nous sommes bien sûr représentés, et tout ça se prépare très fortement en amont. Donc, on doit évidemment s'accorder au niveau belge pour avoir un mandat de la Belgique porté dans l'Europe et ensuite un mandat européen. Donc, tout ça est évidemment très, très organisé, très en amont en réalité des COP, et il y a en fait une coordination entre les niveaux de pouvoir en Belgique, sous le groupe Effet de serre, qui est présidé par Pieter Withoek, donc le chef du service fédéral climat, qui coordonne donc les contributions des différentes administrations belges, des différents niveaux de pouvoir. Et en fait, paradoxalement, même si on voit des désaccords intra-belges qui ont été fortement médiatisés, le travail entre les administrations de contribution à la discussion européenne et à la négociation finalement de la COP fonctionne en fait très bien. Les administrations se complètent très bien. Il y a des spécialistes dans les différents niveaux, un spécialiste par exemple sur les forêts dans une région, un autre spécialiste peut-être sur l'aviation au fédéral ou dans une région, etc. Et donc une équipe comme ça coordonnée, pilotée par Pieter Withoek et qui se traduit dans différents groupes de travail. Tous ces groupes de travail travaillent toute l'année, bien entendu, sous mandat des différents gouvernements belges et renvoient des positions au niveau européen correspondant. Au niveau de la Belgique, quand il y a besoin, c'est au niveau de la DGE, donc la coordination des affaires européennes, qu'on va faire les grands arbitrages politiques en amont de la COP. Et ensuite, sur place, on a évidemment le Conseil de l'environnement européen, donc le Conseil des ministres de l'environnement et du climat. C'était moi cette fois-ci qui siégeais pour la Belgique, puisque c'est une tournante entre les régions d'occuper ce siège-là. Le Conseil européen, donc des ministres de l'environnement et du climat, se réunit quotidiennement pour suivre la négociation avec la Commission européenne et donc pour adapter le mandat européen, prendre aussi des initiatives et essayer ainsi de faire évoluer positivement cette négociation. Donc la préparation de la Belgique de ce point de vue-là ne pose pas de problème. Elle est très bien rodée, elle est très anticipée, mais elle est complètement intégrée dans le schéma européen. Le schéma européen qui est quand même aussi assez efficace, mais dont on peut discuter. Par exemple, on a vu dans la négociation, dans les prises de contact, qu'on a pu peut-être regretter qu'il y ait eu une proximité apparente trop forte de la Commission européenne avec les États-Unis, par exemple. Ce qui a été, quand on a vu le sujet, notamment sur les loss and damage, pointé du doigt par le G77, par d'autres groupes, parce qu'il y a eu l'impression que l'Europe était sur la même ligne que les États-Unis, alors qu'en fait, l'Europe a fait des avancées très importantes, notamment vers les pays du Sud, et il y a un problème de communication de ce point de vue-là. L'Europe n'a pas très bien vendu, d'une certaine façon, ses positions. Donc là, je crois qu'il y a un gros travail à faire, mais qui est interne à l'Europe, qui dépasse largement la Belgique. Et puis, pour ce qui concerne la Belgique, ça a été dit précédemment, effectivement, il y a une certaine confusion. Donc, il y a une médiatisation autour de la COP, aussi sur l'enjeu intra-belge, qui en réalité n'a rien à voir avec la COP. Mais voilà, c'est un peu entretenu par les uns les autres, par les positions des différents politiques, par les journalistes, et même par les ONG à certains moments, ce qui fait que ça met une certaine pression sur les accords intra-belges. Et c'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas pu avoir au niveau de la COP un accord avant la COP sur comment répartir l'effort belge, la traduction belge de l'effort européen. Mais on va devoir le faire de toute façon, puisque ça va être dans le droit européen. Nous allons devoir faire 47% pour la Belgique. Dans les mois qui viennent, nous devrons avoir un accord là-dessus. Il n'y a pas le choix. Mais voilà, il y a une certaine confusion dans ce débat et ça donne lieu malheureusement à l'impression que la Belgique est à reculons dans le mécanisme de la COP. Et c'est vrai que médiatiquement, ça peut être le cas, alors qu'en réalité, la négociation est portée par l'Europe. Nous nous y impliquons fortement et l'Europe a joué néanmoins un rôle important. Et pour terminer, évidemment que pour nous, pour nous comme écologistes, c'est très, très important que la société civile soit impliquée très fortement. J'ai beaucoup aussi entendu dans les interventions précédentes le regret finalement que
la COP n'est pas suffisante, c'est tout à fait vrai, les résultats sont insuffisants. Ce n'est pas non plus la COP toute seule qui va sauver le climat, c'est une certitude. Donc, je pense que ce sont des lieux aussi nécessaires, parce qu'on n'en a pas vraiment d'autres, de négociations politiques, de négociations mondiales. Mais donc, c'est très important que, notamment, la société civile y soit le plus impliquée, en amont, aussi pendant la COP. Nous y avons, en tout cas, les différents ministres écolos très fortement fait attention en rencontrant les différents interlocuteurs avant la COP sur place, les représentants des jeunes, les représentants des ONG, les partenaires sociaux, etc. Et je pense que ça doit se poursuivre et même s'amplifier parce qu'effectivement, c'est tous ensemble qu'on peut réussir à ce que les lignes bougent progressivement et nous sommes encore très très loin, effectivement, de l'objectif. Voilà, Séverine, je termine là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup et je vais rebondir directement sur la dernière chose qui vient d'être dite, qui est notamment la préparation de la société civile et avec la société civile. À la COP, la coalition climat était bien représentée, très bien préparée et était en dialogue constant avec les autorités politiques. Si on reste sur le microcosme belge, on a la chance en Belgique d'avoir une société civile extrêmement bien organisée et professionnelle sur les enjeux climatiques. Et donc, je vais directement donner la parole, si c'est OK comme ça, à Arthur Fonsny de IOE, qui peut peut-être nous donner un éclérage sur comment est-ce qu'au sein de la société civile, on monte en puissance par rapport au COP et comment est-ce qu'on s'auto-organise et comment surtout on arrive à faire pression ou pas sur les autorités publiques qui nous représentent. Vaste question. Déjà, la société civile, donc Inter-Environnement Wallonie et en partie la coalition climat, donc ça c'est vraiment une coalition belge, mais il y a aussi une coalition européenne qui s'appelle CAN Europe, donc Climate Action Network. Et donc dans ce cadre-là, on est en fait dans des négociations aussi en interne au sein des coalitions et on discute de comment on peut faire bouger les lignes au sein de nos gouvernements européens, au niveau européen, puisqu'en effet tous décident au niveau européen et on va au sein de nos... La Belgique, on est privilégié parce qu'on a des connexions privilégiées avec le SPF. Enfin bref. Et pour ce qui est vraiment des moyens de pression, on avait deux éléments importants à la COP, c'était le CCPI, donc le Climate Performance Index, où on pouvait classer les pays européens, et notamment la Belgique, qui est, si vous ne le savez pas, a été assez mal classée cette année, puisqu'elle est 49e. Donc, on est vraiment dans le bas du panier des pays européens. Donc, et ça prend notamment les émissions, les tonnes de CO2 par habitant, mais aussi la politique belge qui n'est pas encore au point, puisqu'il n'y a pas eu de révision du PNEC, par exemple, donc le plan national énergie-climat. Et on l'attend, en fait, on est vraiment dans cette inquiétude que quand la Belgique va prendre des décisions fortes, et la COP est un moyen de mettre en lumière tout ça et de faire réagir la société civile. Et on l'a aussi notamment, donc mon deuxième élément, c'est le Fossil of the Day, donc qui était pendant la COP un prix qui était remis aux pires pays qui ralentissait les négociations internationales, qui n'a pas été livré à la Belgique durant cette COP, mais qui avait été livré il y a 2 ans. Et il a fallu la voir d'ailleurs à plusieurs moments. Mais bref, voilà, donc c'est vraiment sur ces éléments-là qu'on peut agir et qu'on essaye de mettre pression au sein du gouvernement. Merci beaucoup. Alors, peut-être que Alba Sarai de Oxfam, aussi membre de la coalition climat, qui était présente à la COP, veut à ce moment-ci réagir sur, toujours sur ce thème, sur la partie peut-être plus intra-belge ou belgo-belge et comment est-ce qu'on s'organise mieux et on se prépare mieux. Et merci, Séverine. Effectivement, le cas d'étude de la Belgique, si je peux dire ça comme ça, est un cas assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est clair, et je ne vous découvre rien, qu'il y a un enjeu entre les différentes institutions, les niveaux de pouvoir et des coordinations que nous aussi, on a vécu avec des blocages. Et qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là, au niveau de la gouvernance. Mais je rappelle quand même qu'on peut faire des actions climatiques à beaucoup de niveaux. Il y a le niveau européen, mais il y a aussi le niveau régional, il y a aussi le niveau
des villes, etc. Et on l'a vu à la COP24 à Katowice, ce n'était pas seulement des pays qui ont signé la High Ambition Coalition qui ont rejoint, c'était aussi des régions, notamment la Californie. Donc ça, c'est des choses faisables, mais ce n'est pas sur cet enjeu-là que j'aimerais surtout me concentrer parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux de coordination aussi, et notamment la coordination sectorielle. Et donc, j'ai rejoint certains des commentaires qui ont été faits dans la première partie de la présentation, notamment par Madame la ministre, où on disait qu'on parle seulement du climat et on oublie que ça touche à tout un autre éventail des secteurs. Il y a le secteur énergétique, il y a le secteur agricole, mais évidemment, il y a aussi des enjeux de la politique internationale, il y a aussi des enjeux des inégalités. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire en Belgique. Alors, je prends un enjeu qui est central pour Oxfam, qui est la justice des genres. Et là, on peut constater que ce soit dans le PNEC, dans le plan énergie-climat de la Belgique, c'est pratiquement absent, sauf quelques mentions qui ont été faites dans la dernière version. Que ce soit dans les stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre en Belgique qui a été présentée cette année, le climat est absent aussi. Comment ça s'est fait alors que on sait des années que, comme quelqu'un l'a dit très fortement à la COP, le climat est sexiste. C'est une violence, c'est une violence patriarcale qui est exercée à travers les impacts climatiques, à travers les typhons, à travers même les politiques qui sont mises en place. Parce que les politiques qu'on met en place ne prennent pas en considération ces inégalités. On ne prend pas en considération qu'en Europe, le comportement des hommes a une empreinte carbone largement plus élevée que celle des femmes, entre 8 et 40%. On ne prend pas en compte que pour utiliser des transports publics, il faut se sentir en sécurité parce qu'il y a des femmes qui se sentent harcelées dans les transports publics, par exemple. Ou alors que l'accès au marché du travail est aussi biaisé. C'est seulement en 27% des travaux dans les énergies renouvelables qui sont détentés par des femmes. Et je pourrais aller vraiment passer des heures là-dessus. Et là, ce sont des enjeux desquels on parle depuis 2001, donc ça fait déjà 20 ans qu'on a évoqué ça la première fois à la COP. Et c'est seulement dernièrement qu'on a commencé à évoquer ça au niveau européen et ça manque encore en Belgique. Donc, il faut encore une coordination au niveau de la Belgique. Il faut que les différents ministres se parlent entre eux, que les différentes administrations se parlent entre eux et qu'on intègre une thématique dans les autres. Et alors, il y a une bonne chance pour cela l'année prochaine. En mars, il y a la commission on the status of women qui va mettre les deux thématiques en commun. Donc, j'espère que la Belgique se prépare pour cela et qu'il va avoir des changements. Je ne veux pas trop monopoliser la parole non plus, donc Séverine, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup au fait d'avoir fait aussi remonter justement un thème qui a peut-être été moins médiatisé et du coup moins visible dans le cadre de la COP alors qu'il était présent, qui est la question de l'inégalité de genre dans les enjeux climatiques. Et donc, je pense que c'est important de nous rappeler que, y compris en Belgique, cette vision transversale du genre doit encore être renforcée, même si ça avance petit à petit. Alors, je propose de donner la parole à Dominique Perrin, donc, qui est chef de cabinet de Philippe Henry, qui est un très grand habitué des COP, qui a vu l'évolution des COP ces dernières années parce qu'il en a fait beaucoup, mais qui peut peut-être nous ramener aussi sur les enjeux belges et d'interconnectivité aussi avec l'international. Oui, merci beaucoup Séverine. Effectivement, oui, j'ai commencé en fait dans ce processus de négociation sur les aspects forestiers étant agronome en 2001, lors de la conférence de Marrakech, à l'époque qui était d'ailleurs coordonnée au niveau du Conseil européen par Olivier Deleuze et Magda Alvoet, et qui a été un élément tout à fait déterminant. On parlait de COP à succès. 2001 à Marrakech, c'était une coordination belge, et singulièrement verte, qui a sauvé finalement le protocole de Kyoto. Mais effectivement, notre débat belgo-belge, il est aussi essentiel par rapport au positionnement dans les COP, dans la mesure, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'Union européenne s'est déjà dotée d'outils internes, c'est-à-dire que la Belgique a évidemment ses contraintes climatique à travers l'Union européenne. Et pour l'instant, nous sommes justement en train de définir
quelque chose d'assez révolutionnaire qui est le paquet Fit for 55, donc ce paquet de textes européens qui engage l'Union européenne dans ses différentes dimensions, et ça c'est aussi très transversal, mais qui est réellement, je vais oser dire le mot révolutionnaire, c'est quelque chose de très engageant. Et donc nous sommes pour l'instant occupés à travers différentes formations du Conseil, et ce n'est pas que sous climat, c'est aussi sous énergie et c'est également sous la compétitivité et l'énergie, à définir ces positionnements. Et force est de constater qu'encore aujourd'hui, il existe des gros clivages dans ces positionnements. Et donc, nous devons absolument, et 2022 sera totalement déterminant, je pense qu'on a vraiment besoin de faire d'avoir une vision commune portée autour de l'ambition de ce paquet Fit for 55 et de la réussite du paquet Fit for 55 dépendra également de notre positionnement à la COP27. C'est tout à fait déterminant. Évidemment très sensible également aux différentes dimensions qui ont été évoquées, que ce soit la dimension nord-sud, la dimension des genres, pour lesquelles également nous, en tant que Belgique, et évidemment tant les gouvernements fédéraux que régionaux, nous portons également ces dimensions dans le paquet Fit for 55. Mais ce n'est vraiment que pour insister sur l'importance de ces négociations en 2022. Oui, merci beaucoup, parce qu'effectivement, 2022 est déjà à la porte. Je sais que les équipes préparent déjà la prochaine COP et que ça va être déterminant, y compris au niveau intra-belge. Je ne sais pas si c'est le moment de prendre encore, parce que ce serait dommage de terminer par une voix politique sur la question aussi des liens avec tout ce qui se passe en Belgique. Je ne sais pas si Thomas Nagan du CNCD 11-11-11, est-ce que vous voulez réagir à ce stade-ci ou vous réservez pour le troisième thème, parce que sinon on peut totalement avancer. Un petit point, juste un tout petit point quand même pour souligner qu'effectivement, ce qui est intéressant au-delà de l'aspect belgo-belge, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne représente pas non plus spécialement la coalition climat, mais plutôt le CNCD qui a quand même son focus pays du Sud principalement. Mais simplement, et justement par rapport à ça, ce qui est extrêmement intéressant à pointer, c'est que, indépendamment des querelles qu'on a pu vivre ou connaître, ou de la difficulté en tout cas à trouver un accord, mais il y a quand même aussi ce financement d'1 million d'euros de la région wallonne dans le cadre des pertes et préjudices. C'est quand même assez fondamental. C'est aussi l'ouverture d'un financement, d'un troisième pilier de financement. Alors on sait bien qu'il y a tout le défi d'assurer le financement de l'adaptation, de l'atténuation, mais il y a quand même aussi effectivement ce troisième pilier de financement aujourd'hui des défis climatiques pour les pays les plus vulnérables, et je pense que c'est important qu'un pays comme la Belgique porte ça. Ça vaut la peine de le relever, je pense, et de le mettre en avant. C'est quand même un des éléments qu'on peut retirer de manière positive de l'aventure Glasgow, je pense. Voilà, juste ça. Mais au fait, c'est éminemment important parce que quand on parle de l'accord intra-belge, tout le monde est plutôt focalisé sur la question des objectifs en termes d'émissions de CO2. Mais dans l'accord intra-belge, il y a aussi le partage du financement climatique, qui est peut-être moins visible du grand public, mais qui, on sait, est central dans la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire c'est tout le volet solidarité internationale avec les pays dits du Sud. Et donc, il y a le financement climatique d'une part, et il y a effectivement le financement du volet pertes et dommages. Et sur le financement climatique international, le niveau fédéral de la Belgique avait essayé d'annoncer la couleur pour tirer un accord intra-belge un petit peu ambitieux sur ces questions-là. Mais là aussi, forcément, quand on n'est pas d'accord sur tout, ben, il y a d'accord sur rien. Et il y a encore un effort à faire à ce niveau-là. Et je voudrais aussi souligner, parce que c'est peut-être peu visible de l'extérieur, mais je pense qu'en tant que société civile et en tant que parlementaire, nous y sommes très attentifs. En tout cas, ça a été le cas des parlementaires écologistes dans les débats parlementaires de préparation de la COP, c'est de rappeler que normalement le financement climatique doit être additionnel à celui de l'aide publique au développement. Et si en Belgique, on est plutôt bon, en tout cas au niveau fédéral, sur le financement climatique, il se fait sur le dos de l'aide publique au développement. Et donc là-dessus, on doit continuer à encourager nos autorités publiques à
à la hauteur de notre responsabilité historique comme Belgique. On est parmi les pays les plus riches au monde et les pays qui ont le plus gros impact en termes de CO2 historique. Et donc, il est normal aujourd'hui qu'on soit à la hauteur de notre positionnement dans ce ranking et donc on puisse être à la hauteur dans les financements. Alors, il y a eu un message positif de la région Wallonne qui a donné une impulsion au niveau international qui était vraiment intéressante, il faut le souligner, mais on n'est pas encore tout à fait au bout de nos peines là-dessus et il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, s'il n'y a plus de prise de parole sur ce volet 2, je vais recéder la parole à Jean-Philippe Florent pour introduire le troisième thème. Oui, merci vraiment à toutes et tous pour les interventions. On en retire effectivement, en ce qui concerne le positionnement de la Belgique, des grandes difficultés. Le PNEC qui doit être approuvé et qui doit intégrer ce moins 55%. Le burden sharing, qui on l'a vu, a pataugé et n'a pas pu être établi entre les différentes entités fédérées du pays. On se rend compte de la multiplicité des niveaux de pouvoir qui rend compliqué l'action climatique. Parfois aussi des questions sur la gouvernance climatique. Mais il y a, malgré tout, des initiatives qui sont prises au niveau des régions, au niveau du fédéral. Et donc, c'est clair que, comme l'a dit Dominique Perrin, 2022 va être une année importante, une année déterminante pour faire aboutir l'ensemble de ces dossiers. Ce que Séverine n'a pas eu l'occasion de dire en plus, c'est qu'en tant que parlementaire, on met aussi la pression à tous les niveaux où nous sommes actifs sur l'ambition HAC, High Ambition Coalition. Et il s'agit en fait d'une coalition d'États qui sont les plus avancés, les plus avant-gardistes, en tout cas qui s'engagent sur différents aspects. Réduction de 55%, du 50% d'ici la moitié du siècle, le financement international, comme ça a été dit, pertes et dommages. L'ensemble de nos voisins, par exemple, sont dans cette coalition. La Belgique n'a pas pu y adhérer, très malheureusement, n'a pas pu adhérer en son nom. Elle a permis que l'Union européenne y adhère, mais pas la Belgique. Et donc, nous déposons des motions et des résolutions dans les différents niveaux de pouvoir pour pousser la Belgique à intégrer cette coalition. Et donc, pour souscrire aux différents engagements. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une motion, une résolution, c'est vraiment de souscrire aux différents engagements qui sont vraiment essentiels. Et ça me permet de faire la transition vers la troisième et dernière thématique, qui sont aujourd'hui comment les objectifs de la COP sont mis concrètement en œuvre. On va rentrer dans le concret, on va pouvoir parler d'énergie fossile, de décarbonation, de réduction de nos émissions. Ça vaut aussi la peine de voir quelles sont les possibilités concrètes qu'ont les différents niveaux de pouvoir. Ça a été dit, l'action climatique, elle ne concerne pas que l'Europe ou que le fédéral, c'est vraiment distribué dans les différents niveaux de pouvoir. J'invite maintenant au micro Nicolas Raimondi, qui est le conseiller climat au cabinet d'Alain Marot, le ministre bruxellois du climat, qui malheureusement n'a pas pu être présent avec nous. Mais Nicolas, tu as la parole pour nous expliquer concrètement comment est-ce qu'on réalise nos engagements climat. Merci Jean-Philippe pour l'introduction. Et en fait, cette question qui parle vraiment de la réalisation concrète des actions permet de faire une bonne transition entre la vision internationale qui est expliquée plus en amont sur la COP et vraiment la traduction concrète sur le terrain à l'échelle nationale, régionale et aussi surtout à l'échelle locale proche des décisions, proche des citoyennes et des citoyens. Peut-être revenir du coup sur le déroulé et dire que justement le lien avec la COP, c'est que de mon point de vue, la COP permet trois choses importantes pour ensuite entrer dans l'action. Premièrement, c'est que la COP permet de créer une opportunité d'action, elle crée une fenêtre d'opportunité, elle permet de se mobiliser, on l'a expliqué, ça a été dit par plusieurs personnes, elle permet de rassembler plusieurs parties prenantes, que ce soit des décideurs politiques, des mouvements sociaux, des citoyennes, des citoyens, pour ensemble agir et donner une impulsion. Ça, c'est très important pour ensuite avoir une traduction sur le terrain. Le deuxième élément, c'est que la COP, bien qu'on a une appréciation mitigée sur les résultats ou sur le processus qui dure depuis plusieurs années, la COP, l'accord de Paris, a quand même donné un cadre partagé et un cadre politique sur la manière dont on doit mener nos actions et nos ambitions d'ici à 2050 et d'ici à la fin du siècle. Donc, elle permet d'avoir un cadre partagé sur lequel on peut tous, en tout cas, s'accorder, se mettre en mouvement pour aller dans l'action. Et enfin, troisième élément important des COP, c'est évidemment la mobilisation, puisque ce n'est pas uniquement important d'avoir une mobilisation
au moment des COP ou à Glasgow ou à Paris, etc. C'est aussi très important d'avoir une mobilisation en Belgique. C'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a depuis plusieurs années avec les marches pour le climat qui rencontrent toujours un succès et qui mobilisent de plus en plus de personnes et qui permettent en fait de mettre une pression suffisante et nécessaire sur les décideurs politiques, sur aussi les entreprises, sur l'ensemble des parties prenantes pour se mettre en mouvement. Donc je pense que la COP participe à créer ce contexte favorable pour avoir une mise en mouvement et une mise en action. Et alors, comment ça se traduit ensuite concrètement? Comme l'expliquait tout à l'heure justement M. Perrin, c'est que si on vient au niveau européen, après qu'on descend d'un échelon du niveau international au niveau européen, on a aussi une action renforcée qui est en train de se mettre en place avec comme excuse le fait, comme excuse ou prétexte, que l'accord de Paris nous demande d'accélérer le mouvement. Et c'est pourquoi la nouvelle Commission européenne avec Mme von der Leyen a mis en place déjà, avant la COP26 ici, le Green Deal, donc le pacte vert, qui visait à mettre l'Union européenne sur une trajectoire compatible à l'accord de Paris. Alors après, on peut évidemment avoir une appréciation sur est-ce que c'est suffisant ou non. Si on revient sur, par exemple, le nouvel objectif européen de diminuer de moins 55% les émissions de gaz à effet de serre, on a vu, par exemple, une évaluation mitigée de certaines associations, ONG. Également, au Parlement européen, les Verts européens ont également estimé que les moins 55% n'étaient pas nécessairement suffisants pour se mettre sur une trajectoire compatible à un réchauffement de maximum 1,5 degrés comme le prévoit l'accord de Paris. Néanmoins, on a ici une impulsion au niveau européen qui permet ensuite de mobiliser les États membres et de mobiliser les parties prenantes au niveau national. Et donc ça nous amène ici au dernier niveau, qui est en fait le plus important, qui est celui des citoyennes, des citoyens et des acteurs sociaux, économiques qui, eux, doivent se mettre en mouvement. Et c'est là où c'est important d'avoir un cadre international, européen, et puis national et régional, qui permet d'inviter, de créer un cadre favorable à l'action. Alors au niveau belge, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Il y a eu l'accord fédéral avec ici Mme Khattabi qui a rappelé l'engagement des 55% au niveau fédéral pour correspondre en fait à l'engagement européen, et on a un processus similaire qui se passe au niveau des régions, puisque l'ensemble des entités devront mettre à jour le plan national énergie-climat d'ici déjà en 2023 pour une version provisoire et puis en 2024 pour une version définitive. Et donc toutes les entités, c'est ce qu'expliquait aussi le ministre Henry, sont en mouvement et travaillent pour mettre des mesures additionnelles. Alors évidemment, je ne vais pas parler pour les autres entités, etc., mais peut-être mettre quelques éléments d'attention et puis revenir peut-être sur un exemple plus concret à Bruxelles. Mais je pense que dans les éléments d'attention, il y a 3 éléments indispensables pour réussir la mise en œuvre de nos actions. Un, c'est qu'il faut s'assurer de créer l'adhésion. C'est-à-dire que traduire les grands engagements et les grands objectifs fixés au niveau international ou européen, ils ne pourront être réalisés que si au niveau local, à l'échelle individuelle et collective, on arrive à créer une adhésion et une compréhension des enjeux. C'est-à-dire expliquer pourquoi collectivement on a un intérêt à se mettre en mouvement. Alors on peut expliquer des éléments d'actualité comme on l'a vu dramatiquement cet été, à notre échelle, sans devoir aller forcément très loin. Et l'adhésion, ça permet deuxièmement d'avoir un portage collectif. Il faut que les mesures qui sont proposées sur le terrain soient des mesures qui sont portées collectivement par plusieurs acteurs. On ne peut pas avoir l'exemple caricatural d'avoir ici une taxe, avoir des mesures limitant les libertés. Non, il faut vraiment que ces mesures soient portées collectivement pour qu'en fait, elles soient reçues de manière positive et de manière nécessaire par tout le monde. Et enfin, troisièmement, tout ça doit permettre de créer une vision partagée. Et c'est ça qui est important dans le narratif et dans le récit et que la COP contribue à faire. C'est que la COP permet de manière annuelle de revenir avec ce récit, avec cette ambition collective de finalement vivre mieux, puisqu'on faisait le lien entre les enjeux climatiques, les enjeux sociaux, les enjeux de genre, et donc de rappeler que l'ensemble de ces mesures permet collectivement de créer une vision partagée pour vivre collectivement une vie meilleure. Ça, c'est 3 éléments, je pense, indispensables et qui permettent ensuite de mettre de l'action. Et par exemple, si à Bruxelles, on arrive aujourd'hui à mettre sur la table la sortie des moteurs thermiques, par exemple, en 2030 ou 2035, ou d'imposer des obligations de rénovation, ou de sortir progressivement des énergies fossiles, c'est parce qu'on fait des liens entre les enjeux climatiques, entre des enjeux de santé, si on prend la qualité de l'air, entre des enjeux d'alimentation, mieux se nourrir, et donc en créant et en faisant des liens entre tous ces enjeux, on arrive à créer une adhésion et alors à porter peut-être des actions qui sont suffisantes pour nous mettre sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc ce qui est intéressant peut-être à voir ici dans les échanges, c'est de voir
avec vous, si on estime que les actions aujourd'hui sont insuffisantes et qu'il faut aller plus loin, c'est comment est-ce que collectivement on crée cette vision partagée et on arrive à créer une adhésion pour à la fois avoir plus de mesures et surtout qu'elles soient plus impactantes et plus rapides pour atteindre nos objectifs. Voilà ici peut-être quelques mots pour porter la réflexion et je te rends la parole, Jean-Philippe. Merci Nicolas. Donc, les questions sont très claires et ça m'aide d'ailleurs à structurer le débat ensuite. Comment susciter l'adhésion citoyenne par rapport à des mesures qui sont parfois vécues, hein, tu l'as dit, parfois vécues comme des contraintes, comme des efforts qui pèsent sur les épaules des citoyens. Je propose peut-être à plusieurs personnes de prendre la parole. J'avais en tête Véronique Thierry-Failly du réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement, mais peut-être aussi après revenir à Arthur Fonsny de l'IOE pour voir aussi comment on construit cette adhésion et qui veut prendre la parole peut simplement le signaler avec sa main dans le chat, comme ça on peut avoir peut-être une discussion ouverte. Véronique, la parole est à vous. Voilà. Donc, le réseau intersyndical sensibilisation à l'environnement, c'est quoi? C'est donc des syndicats au niveau wallon, la CC, la FJTB, la CGCLB est venue par après, qui ont, dans le cadre d'une convention donc avec la région wallonne en 1996, qui ont bénéficié d'un moyen, d'une enveloppe comme l'Union wallonne des entreprises a reçu bien avant, pour faire de la sensibilisation auprès des représentants des travailleurs, donc au niveau des entreprises, dans le domaine de l'environnement. Moi, personnellement, ça fait plus de 30 ans que je travaille au niveau de... Enfin, c'est mon job, de faire la sensibilisation au niveau notamment de l'environnement. Mais je ne suis pas là pour parler de moi-même, c'est de voir en quoi les représentants des travailleurs, parce que c'est important que dans les discussions qui se passent au niveau des organes de participation, de concertation sociale, comme on dit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau du conseil d'entreprise ou du comité de prévention du travail, on puisse interpeller par rapport au choix parfois, donc plus en termes d'anticipation, ou participer à des choix par rapport à l'équipement, par exemple, ou la diversification d'un produit. Et donc, je pense qu'on a fait vraiment un gros travail de sensibilisation par rapport à tout cela sur ces dernières années notamment. On fait partie aussi, les syndicats font partie aussi de la coalition climat, hein, il y a quand même 80 organisations. Durant ces 3 dernières années, on fait partie il y a mon collègue qui fait partie du plaidoyer politique. Et moi-même, je fais partie avec une autre collègue du groupe d'action. Donc, ça veut dire qu'on est intéressé évidemment de pouvoir échanger avec des ONG, mais aussi apporter notre message plus spécifique en termes de syndicats, c'est de parler de transition juste. Et donc, la transition écologique, énergétique, elle doit se faire, mais elle doit se faire plus justement. Et donc, Olivier de Scutter a parlé de l'enjeu de protection sociale qui doit se développer au niveau international. Mais je dirais, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on veut mettre le poids. Et vendredi dernier, on faisait un séminaire des permanents, mais évidemment un webinaire, puisque physiquement, c'est plus possible. Et donc, on avait invité Benjamin Denis, qui est conseiller à Industriol, et donc qui parlait justement des mesures prises dans le package Fit for 55. Et Industriol discute de ça. Ils voient l'urgence qu'il y a à devoir, au niveau en tout cas européen, à devoir s'adapter. Mais c'est sur la question de l'adaptation où je pense où là on a vraiment des difficultés de sensibiliser, de faire passer des messages aux délégués et aux permanents syndicaux. C'est justement amener quelque chose de concret par rapport à l'adaptation. Et donc, nous autres, on demande depuis longtemps pour qu'au niveau fédéral et au niveau des régions, on puisse organiser des rencontres
par rapport à la discussion sur la transition juste, où l'ensemble des acteurs, que ce soit des acteurs aussi économiques, mais aussi sociaux et culturels, puissent être présents pour voir sur quel bateau on veut bien embarquer, si c'est la même destination pour chacun. Et donc, c'est très important. Je dirais aussi que pour pouvoir discuter ça au sein des entreprises, on parle aussi de démocratie, mais il y a la démocratie sociale. Et donc, on est dans un pays qui s'est basé après la Seconde Guerre mondiale quand même sur la concertation sociale. Et je voudrais attirer l'attention là-dessus, c'est qu'il est très difficile actuellement de pouvoir parler davantage de transition, par exemple, dans les conseils d'entreprise. On fait tout un travail là-dessus pour l'instant, de former certains permanents à la lecture de bilan carbone, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut une reconnaissance, comme il y a des conseillers en environnement, mais des conseillers en transition juste au niveau du monde du travail. Sinon, ça veut dire qu'il n'y aura pas de démocratie. On ne parlera pas de ça qu'un rapport annuel sur l'environnement et encore. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions en gros comme ça. Merci, non, merci beaucoup. Et au moins une proposition très concrète, avoir des conseillers en transition juste au niveau des différentes structures des entreprises. Ça peut être aussi au niveau des pouvoirs locaux, pourquoi pas. C'est vraiment une idée qui en tout cas nous parle. Et la transition juste, je pense qu'elle nous anime tous et toutes parce qu'on se rend compte qu'on ne pourra pas faire cette transition sans cette adhésion citoyenne, comme ça a été dit. Je passe ensuite la parole, comme prévu, à Arthur Fonsny et ensuite à Alba Sarré-Pérez qui a demandé la parole et aussi enfin à Olivier de Scuter. Arthur. Ok, bah, je vais être très court, comme ça laisse de la place aux autres. Juste un petit point sur la transition. Nous aussi, on est parti dans la transition juste, mais je crois qu'il faut à chaque fois rappeler que la transition, ça ne va pas être quelque chose de si simple que ça. Réduire ses émissions de 55%, c'est un enjeu extrêmement difficile. On l'a vu avec l'histoire de l'éolien. À faire adhérer la population à plus de renouvelables a été une démarche difficile et toujours actuellement. Et donc, bien qu'il faut faire bouger le citoyen et le faire adhérer à cet imaginaire de la transition, il faut aussi le faire comprendre que ça va être douloureux et qu'il faut accepter le fait qu'il faudra faire plus de sobriété. Prendre l'avion va être quelque chose d'insurmontable d'ici une dizaine d'années. On ne va pas trouver des solutions miracles. On ne va pas réussir à réduire nos émissions juste en passant à tout électrique, surtout qu'on adhère encore au SUV électrique, par exemple. Enfin, il y a vraiment plein de mesures qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'on va devoir faire. Et ce qu'on va devoir faire est extrêmement compliqué, il faut quand même le dire. Arriver à 0 tonnes d'émissions d'ici 2050, c'est vraiment extrêmement compliqué. Enfin, je l'ai mis dans le chat. Si vous prenez l'équation de Kaya, qui est une équation assez simple, qui met le PIB en rapport avec le CO2, ben, vous voyez que vous n'arrivez pas à faire une distinction entre les deux. Donc, il y aura une forme de décroissance, il y aura une forme de changement de paradigme économique. Et ça va demander beaucoup de bousculement dans la société. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on ait ce discours parce que sinon, on va se prendre le mur et ça va être pas un mur très sympathique. Voilà. Merci Arthur pour ce message clair. Alba Sarré-Pérez et ensuite Olivier de Scuter et ensuite le mot peut-être de la fin à Zakia. Merci. Vous m'entendez toujours? Allô? Oui, ouais. Oui, J'ai très eu un peu bien. souci d'internet. Ok, ça va, merci. Et merci pour l'effort de prononcer à chaque fois mon nom complètement. C'est pas toujours que cela arrive, donc merci d'avance. Je voulais revenir sur le mot sensibilisation parce que moi, je trouve cela un peu gênant. Je trouve que c'est un mot important, mais je trouve que ça met trop le poids sur la responsabilité des citoyens, comme s'il s'agissait d'un problème de responsabilité individuelle, alors qu'on n'a pas un enjeu de sensibilisation. On a un enjeu de partage de pouvoir. On a un enjeu de permettre un système où c'est rentable d'exploiter la nature, où c'est rentable d'exploiter et d'opprimer les autres et de violer les droits, que ce soit en Belgique ou que ce soit dans les autres pays. C'est ça le problème et il faut le nommer. Donc, peu importe combien de sensibilisations on va faire, on va aller dans des grandes entreprises, faire des discours pour expliquer le problème,
tant que c'est rentable de enlever la nourriture de la bouche des gens qui en ont besoin parce qu'il y a encore des millions et des millions de personnes qui souffrent de la famine, on va avoir un problème. Et donc, c'est pour cela qu'il faut s'associer à des autres mécanismes aussi. Il faut mettre des autres mécanismes en place. Il y a toute une dynamique en cours cette année, l'année prochaine, autour du devoir de vigilance environnementale et sur les droits humains des entreprises. Jusqu'aujourd'hui, en Belgique, on continue à acheter des biocarburants des entreprises qui sont en train de violer des droits dans des autres pays et nos citoyens roulent avec cela. Même si les citoyens sont au courant, ils ont besoin des solutions et ces entreprises vont continuer à leur donner ces biocarburants. Et ces entreprises sont au courant. On est au courant des rapports qui sont fautifs, qui sont manipulés, et même s'ils arrivent au niveau de l'Union européenne et même s'ils arrivent au niveau de nos institutions. Donc, il faut associer des processus, il faut améliorer la surveillance, il faut améliorer le monitoring. Il y a un manque des indicateurs, mais il y a aussi un manque de suivi de ce qui arrive, parce qu'il y a un manque de volonté, peut-être parce qu'on ne se rend pas compte de l'enjeu. Et il faut aussi mettre toute une série de mécanismes pour renverser ces pouvoirs qui existent. On a, par exemple, des mécanismes de taxation aussi. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on l'a dit dans notre rapport, 10% les plus riches de la planète émettent plus de 50% des émissions et qu'on ne fait rien de ces côtés-là et qu'on va aller parler de sensibilisation. Bref, moi, excusez-moi si j'ai l'air un peu en rage, mais il faut mettre les bons mots aux bons endroits pour trouver les solutions. Merci, il n'y a aucun souci, évidemment. La parole est tout à fait libre et c'est évidemment intéressant et ça construit aussi l'enjeu climatique et l'enjeu politique qui est derrière, parce que c'est éminemment politique, évidemment. La parole à Olivier de Scutter et ensuite Zakia Katabi. Oui, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour me donner la parole. Je vais peut-être changer un tout petit peu de cap la discussion, parce que je crois qu'il y a une question qui n'a pas encore été abordée et qui pourtant est assez importante, me semble-t-il, et certainement a été très centrale dans les débats à Glasgow. Et cela concerne tous les mécanismes de compensation carbone sur lesquels beaucoup d'acteurs misent. On a entendu à Glasgow beaucoup de pays, d'entreprises, de secteurs qui s'engageaient à une neutralité carbone à l'horizon 2050, 2055, 2060. Et très souvent, ces engagements reposent sur l'idée qu'on va pouvoir compenser les émissions qu'on n'arrive pas à réduire par exemple, le financement de projets de restauration des forêts, la plantation d'arbres pour créer des nouvelles forêts, l'investissement dans les énergies renouvelables, par exemple. Et par exemple, une initiative qui a été présentée à Glasgow, c'est la fameuse Glasgow Financial Alliance for Net Zero, qui est un truc immense, piloté par l'envoyé spécial de l'ONU sur le climat et la finance, Mark Carney, qui propose une alliance de 450 institutions financières, proposant de mobiliser, les chiffres sont quand même impressionnants, 130 000 milliards de dollars américains, c'est-à-dire pratiquement 8 fois ce qui a été mis dans les plans de relance économique pour surmonter la crise du Covid. C'est donc des montants complètement énormes. Pour faire quoi? Pour investir dans ces projets qui vont permettre de compenser les émissions de carbone, les entreprises pouvant acheter en fait des compensations pour pouvoir continuer à polluer. Et moi, je voudrais vous dire tout mon scepticisme par rapport à cela. Je constate qu'on attache à cela beaucoup d'importance, beaucoup de ces engagements à aller vers la neutralité carbone ne seraient pas crédibles sans cette compensation carbone. On a consacré beaucoup d'énergie à Glasgow à ce fameux article 6 de l'accord de Paris qui voulait éviter le risque de double comptage de réduction d'émissions à travers ces mécanismes de compensation carbone. Et c'est une manière d'encourager en fait ces mécanismes de développement propre qui
sont la traduction concrète de ces mécanismes de compensation. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Pour trois raisons. La première, c'est que cela permet en fait aux pays riches de pouvoir continuer à émettre des gaz à effet de serre simplement en compensant les émissions par le financement de projets soi-disant de développement propre dans les pays pauvres, à qui on va demander donc d'avoir un développement plus propre pour nous permettre de continuer à polluer, sans qu'aucune distinction ne soit faite donc entre nos émissions qui traduisent des modes de vie insoutenables, notamment quand ce sont les émissions des plus riches de la société, et les émissions qui correspondent à la satisfaction des besoins essentiels, des besoins de base des populations dans les pays en développement. Et donc, je trouve que c'est une première raison d'être très sceptique, dubitatif par rapport à cette évolution. Deuxième raison, c'est que pour réussir à éviter le pire en matière de changement climatique, on ne peut pas se contenter de réduire la quantité ou la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Il faut réduire les émissions de manière à peu réduire la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Or, en fait, ces mécanismes de compensation visent simplement à permettre de continuer d'émettre à condition que l'on finance par ailleurs des évolutions dans notamment les pays du Sud qui peut-être auraient de toute façon pu être encouragées autrement. En d'autres mots, je crois qu'on essaye d'acheter du temps pour retarder l'inévitable réduction de nos émissions par ces mécanismes de compensation. Et puis, troisièmement, des études ont été faites qui montrent que beaucoup de ces projets de développement qui se prétendent être des mécanismes relevés du développement propre sont en fait des escroqueries. Certaines études montrent que 5% seulement de ces projets ont un effet positif en matière d'émissions, et on a des exemples de conservation de forêts en Tanzanie financées par Etihad Airways ou la JP Morgan, Disney, BlackRock qui investissent dans la restauration des forêts en Pennsylvanie, qui sont des véritables arnaques. En fait, une étude de la Commission européenne de 2016 montre que 86% des projets de compensation carbone n'offrent en fait aucun bénéfice environnemental quelconque. Et quand l'Organisation de l'aviation civile internationale dit on va rendre l'aviation plus verte grâce à la compensation carbone, c'est une fois de plus une arnaque. Ça explique d'ailleurs que depuis 2021, les pays membres de l'Union européenne ne peuvent plus prétendre respecter leur trajectoire climatique en financement des mécanismes de compensation carbone, en financement des mécanismes de développement propre. Donc, je crois que c'est important parce que, en fait, beaucoup des promesses faites à Glasgow reposent sur un mécanisme très contestable à la fois en termes de justice climatique et en termes de pertinence par rapport aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et je pense que ce serait vraiment important d'alerter là-dessus parce que c'est au fond une manière de, une fois de plus, refuser d'accepter nos responsabilités. Et voilà. Pardon d'avoir un peu dévié la conversation sur un autre point, mais ça me paraît une partie importante de la question, de cette troisième partie de la discussion, c'est qu'est-ce qui concrètement va ressortir de Glasgow et quelles sont les prochaines étapes. Merci. Merci Olivier, merci pour cette prise de parole. Et je pense que tu rejoins pas mal de commentaires que nous avons dans le chat qui voient avec beaucoup de perplexité des solutions technologiques, quelles qu'elles soient, pour la réduction des émissions. Je pense que beaucoup de personnes ici sont vraiment claires au fait que réduire les émissions, ça ne se fera pas en attendant que la technologie nous aide ou en permettant une compensation ailleurs. Alors, je vais passer maintenant la parole à Zakia Katabi et peut-être, Zakia, je me permets de relever une question de Emmanuel Pétel qui rejoint un peu d'ailleurs ce qui a été commenté dernièrement, à savoir, au-delà de la COP, par rapport aux engagements et aux engagements des États, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de monitoring au sujet de la mise en œuvre des mesures climatiques que nous avons? Comment est-ce qu'on peut effectivement objectiver que les mesures prises sont les bonnes mesures? Merci Jean-Philippe. Je vais répondre tout de suite à la question. J'avais demandé la parole pour deux choses. D'abord, je vois bien le débat sur la technologie que j'ai moi-même suscité.
je voudrais aussi nuancer en disant que et le photovoltaïque et l'éolien, c'est de la technologie. Hein. Et donc, ne tombons pas, voilà, ayons une attention, je pense qu'il faudra les deux et que toutes les technologies ne sont pas à jeter. Dire aussi, et ça c'est en lien avec ce que Nicolas disait sur le Russie, mais aussi je voulais réagir à ce qu'Arthur a dit, mais Olivier l'a fait dans le chat, hein. Je pense que dire que ce sera douloureux, c'est paradoxalement s'inscrire en fait dans le récit qui veut que c'est la consommation qui nous rend heureux, paradoxalement. Et donc on cultive le modèle qu'on dénonce par ailleurs. Je pense que d'abord, ce qui est douloureux, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit aujourd'hui et de plus en plus. Hein. On a vu les images en Wallonie, on le voit partout ailleurs. Et donc, l'enfer, c'est pas demain, c'est pas la transition, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on puisse mettre les justes mots aussi de ce point de vue-là. J'ai vu qu'Olivier avait mis quelques références aussi par rapport à ces enjeux-là. Et je crois en fait que dans le débat public et sur l'enjeu climat, ce qui se joue, c'est comme à l'époque, hein, des années de lutte sociale ont fondé notre État-providence, on est aujourd'hui dans une transition on doit passer de l'État-providence à un État durable, c'est-à-dire qui intègre les enjeux et qui répond de manière juste à la question climatique, mais aussi aux enjeux sociaux qui sont liés. Et ça, c'est un vrai enjeu, et ce n'est pas seulement répondre à la question du climat, c'est un vrai projet de société. Et donc, c'est comment est-ce qu'on passe de l'État-providence, hein, une réponse aux questions sociales, à l'État durable, donc l'État durable qui répond aux enjeux climatiques et aux questions sociales. Et ça, c'est une vraie révolution culturelle. C'est en fait ça qui se joue aujourd'hui et dont on n'a pas conscience. Et là, je le dis parce que je travaille dessus en lien avec l'enjeu de la transition juste. Et donc, dans le courant de cette année, c'était pour réagir à ce que j'avais entendu tout à l'heure aussi, il y a tout un dispositif qui est mis en place. C'est pour Véronique. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Je me rappelle de votre prénom, Véronique. Mais, et donc, l'enjeu ici au cabinet, à partir du fédéral, c'est aussi de faire de la prospective d'un point de vue politique, j'ai envie de dire. Et donc, en effet, on ne peut pas se dire, et je le dis pour nous hein, comme politique, parce que c'est la position de mon gouvernement, on ne peut pas dire on veut la transition juste et puis attendre qu'elle arrive. Et donc ici, j'ai la chance de pouvoir avoir un mandat, une compétence qui me permet de travailler sur du long terme et de préparer l'avenir et de faire en sorte qu'effectivement, nous posions collectivement les choix pour que la transition se fasse de manière collective. Et alors, j'atterris sur la question que tu as posée, Jean-Philippe. Alors, effectivement, hein, on a longtemps annoncer des ambitions, annoncer des chiffres sans qu'on ne sache jamais les monitorer. Et donc ici, ce que j'ai mis en place comme dispositif au fédéral, c'est un outil de pilotage et de monitoring des objectifs climatiques. Et donc on a en effet, dans l'accord de majorité, Nicolas l'a dit, pour le fédéral, nous nous sommes engagés à prendre des mesures à travers les leviers fédéraux qui nous permettent de réduire nos émissions de moins 55% à l'horizon de 2030. Mais effectivement, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et donc, nous avons transformé cet objectif des moins 55% en émissions. Hein. Et donc, actuellement, le PNEC tel qu'il existe, les mesures qui existent et qui sont planifiées, nous les avons estimées actuellement à une réduction de 208 millions de tonnes équivalent CO2 pour la période 2021-2030. Et donc, partant de là, on s'est dit, pour atteindre moins 55%, nous devons faire un effort, alors je ne vais pas redonner les pourcentages, mais nous devons faire un effort supplémentaire de 25 millions de tonnes équivalent CO2. Et donc, le fédéral s'engage à l'horizon 2030 à réduire ses émissions à concurrence de 233 millions de tonnes d'équivalent CO2, donc 108 millions qui sont déjà dans le PNEC et 25 millions de tonnes supplémentaires. Alors, partant de là, les leviers fédéraux, vous le savez, c'est l'énergie, c'est la mobilité, c'est l'économie, on a des engagements en économie circulaire, c'est la fiscalité. Et donc, nous avons, donc, outre les mesures du PNEC, les nouvelles mesures, nous avons calculé ce que chacune des mesures nous permet d'atteindre comme objectif. Et donc, l'engagement qui est pris, chaque ministre a une feuille de route avec des objectifs très clairs et un budget carbone, je vais le dire comme ça, c'est plus facile, et un budget carbone. Et l'engagement, c'est tous les 6 mois, il y a un monitoring. Donc, les équipes, l'équipe gouvernementale se met autour de la table et évalue où on en est dans nos objectifs. Et l'engagement est pris que si une mesure ne fournit pas l'effet qu'on estimait, ou si, pour une raison ou une autre, une mesure tombe, on s'engage
à trouver l'équivalent dans une autre politique ou à prendre une autre mesure. Et donc ça, c'est assez inédit. Donc tous les 6 mois, un monitoring et tous les ans, un rapport public de l'état d'avancement de nos réductions qui est déposé sur la table du Parlement pour mettre en débat l'enjeu. Donc c'est un vrai outil de pilotage de la politique climatique à l'échelle fédérale. Voilà. Un grand merci, Zakia, pour ces précisions. Et effectivement, c'était une des grandes demandes de pouvoir objectiver les mesures. Je pense que à la fois dans nos parlements, on entend souvent l'effectivité de telle ou telle mesure, et ça permet aussi de dépassionner parfois les débats. Je passe encore la parole à Dominique Perrin qui l'a demandé, je suppose, sur le même sujet. Dominique, si tu es encore avec nous. Oui, non, c'était vraiment pour aller et renforcer ce que Madame la ministre fédérale vient de dire. C'est cette synergie entre politique et mesures fédérales et régionales qui va pouvoir nous amener effectivement à remplir les objectifs. Et les objectifs, et c'est pour aussi répondre à l'interpellation d'Olivier sur la question de l'article 6 de l'accord de Paris qui évoque ces mécanismes de coopération, donc quelque part ces compensations, pour insister vraiment, pour dire que la Belgique est en pointe sur ce sujet. Nous avons été, et depuis longtemps, des pourfendeurs de l'article 6. Et d'ailleurs, on n'avait pas accepté lors de la conférence de Madrid il y a 2 ans, faute d'avoir suffisamment de garanties sur l'intégrité environnementale. Et donc, on a encore été ici, c'est durant la COP de Glasgow, tout à fait en pointe sur le sujet, en limitant les paramètres. Mais force est de constater, effectivement, et notamment singulièrement dans le chef de la Commission, l'article 6 reste encore malheureusement trop important. Mais on sera vraiment vigilant au niveau belge, en tout cas, pour que cette capacité de compensation et de flexibilité, quelque part, soit limitée à ce que l'on doit réellement faire. Et alors, par rapport aussi à la réflexion d'Arthur sur la question de l'enjeu 2022, nous sommes évidemment directement les mains dans le cambouis. On a mis en place au niveau wallon un processus participatif, un panel citoyen, une étude sur la transition juste, etc. Je ne vais peut-être pas ici trop rentrer dans le détail, mais je suis bien sûr à votre disposition pour le détailler. Mais très clairement, juste pour mesurer l'ampleur, donc dans le non-ETS, donc dans ce qui n'est pas couvert par la directive ETS, si on prend les émissions les plus récentes, parce que nous sommes à N+2, donc de 2019, nous sommes à moins 12% et on devrait tendre vers moins 47 en 2030. Voilà, mesure bien l'ampleur du chemin et que nous devons venir avec des mesures de rupture socialement acceptables, justes, qui travaillent évidemment sur l'ensemble des dimensions. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup. Mais voilà, juste 2 réflexions. Regardez les médias récemment sur la politique agricole commune ou bien sur la taxe de circulation et vous comprendrez voilà, combien nous avons tous besoin ensemble de travailler à ces mesures dans ces différentes dimensions et c'est très important. Merci Dominique et merci vraiment à chacune et chacun. Effectivement, je ne peux que te donner raison par rapport à la sensibilité de ces débats sur la PAC, ce débat sur la mobilité, ce débat sur la taxation automobile ou même la réduction de certaines routes, mais la diminution en tout cas de l'extension de voirie que certains demandent, qui sont des débats très difficiles à porter. Et qui nous demande, nous politiques, de construire cette adhésion citoyenne, mais elle n'est pas simple. On a parlé aussi de l'implantation des éoliennes. On sait comment c'est complexe en région wallonne lorsqu'un nouveau projet se fait jour. Donc vraiment, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on a avec nous Patrick Duprier, parce qu'il était question de demander à Patrick Duprier de nous faire un peu une synthèse des différents débats que nous avons, mais je sais qu'il a des petits soucis de connexion. Patrick, est-ce que tu es avec nous? On t'entend de très très loin ici. Est-ce que tu peux augmenter le volume de ton micro éventuellement? Alors, je coupe ma caméra déjà, je recoupe ma caméra et voilà. Est-ce que comme ça, vous m'entendez? Ah oui, là, on t'entend nettement mieux. Tu peux même diminuer
J'ai ma caméra fermée, désolé, j'ai en effet une très mauvaise correction. Oui. Par contre, le son est saturé. Pour la caméra, il n'y a pas de souci, évidemment, même si on voilà. peut voir, mais voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'avoir Désolé, une synthèse. Et je te laisse la parole. Oui, mais écoutez, malgré l'idée, je pense que ça me paraît très, très difficile de faire une synthèse de l'ensemble des choses qui ont été dites dans différents registres et de différentes façons au cours de ces presque 2 heures. Ma difficulté de connexion m'a amené à une sorte de métaphore sur cet enjeu-là de multiplication, de la nécessité de multiplier les connexions entre ONG politiques, entre citoyens et politiques, entre les pays du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, entre différentes manières d'approcher les enjeux que nous avons. Et c'est finalement un peu l'exercice déjà qui a été tenté, qui a été réalisé ce midi. Les derniers mots de Dominique qui parlait, d'autres d'ailleurs précédemment, qui parlaient de politique de rupture et de mesures qui s'inscrivent en rupture par rapport à une série d'enjeux, m'amener aussi à cette réflexion sur le paradoxe qu'il y a à avoir besoin de rupture, clairement, mais avoir besoin de mesures de rupture qui en même temps sont des mesures qui réparent les liens sociaux, qui réparent nos liens avec un projet collectif entre tous les habitants de notre maison commune. Et là, on a vraiment un défi qui est un défi de civilisation et qui appelle aussi, et là je rebondis avec l'interpellation qui a été faite tout à l'heure sur le piège du discours sur la sensibilisation qui amènerait, qui pourrait... On t'a perdu malheureusement, Patrick. Amener à responsabiliser trop chacun et chacune individuellement. Bon, je vais aller au plus vite alors et en rester à un propos plutôt orienté vers le futur. On a eu des échanges nombreux et intéressants. Je pense qu'ils s'inscrivent aussi dans une nécessité d'éclairer ce que nous vivons, ce qui se passe, comment ça se passe, mais aussi de pouvoir nous projeter vers le futur. Je crois qu'il y a matière à poursuivre de différentes façons ces réflexions. La séance a été enregistrée, le chat a été enregistré. Si certains et certaines d'entre vous ont des idées sur différentes manières de poursuivre ces échanges ou de les répéter avec ce défi de connecter les points de vue, les réflexions de chacun et chacune là où vous êtes avec le travail politique nécessaire, n'hésitez pas à nous en informer, à nous partager vos idées, parce qu'en tout cas, pour ce qui concerne Etopia, nous avons bien l'intention de répéter ce genre de moments d'échanges ouverts et de brainstorming parfois aussi sur les meilleures manières de relever les défis du climat. Vu que sans doute vous m'entendez assez mal, je vais en rester là, mais en vous remerciant vraiment encore toutes et tous pour votre présence et vos contributions ce midi. Un grand merci Patrick pour cette synthèse. Et j'avais noté, parce que je n'étais pas sûr que tu allais être présent, j'avais noté comme premier mot l'importance de la connexion avec les citoyens. C'est intéressant de voir que tu avais aussi cette idée-là en tête, et je pense que ça résume bien l'importance de l'adhésion, évidemment, l'adhésion citoyenne, et viser une justice, vraiment une justice climatique. Ça vaut pour la Belgique, mais ça vaut pour l'ensemble de notre planète. Encore un grand merci aux différents ministres du climat qui étaient présents. Merci à chacune et chacun dans vos interventions. Dire aussi que, tout comme la COP, c'est certainement pas une fin. On est conscient que le climat va vraiment imprégner nos parlements, nos gouvernements, mais aussi nos communes, vraiment tous les niveaux de pouvoir, de l'Europe jusqu'au niveau local, où l'engagement climatique, il doit se marquer sur l'ensemble des décisions qui sont prises, mettre également le doigt sur le fond du problème, des énergies fossiles, la diminution des émissions. Ce sont vraiment des engagements importants pour nous écologistes et de pouvoir concrétiser en fait ces engagements. Voilà, un grand merci de la part de Séverine et moi-même. Séverine, si tu veux faire un petit coucou, n'hésite pas, et à très bientôt. Et merci également à Etopia pour l'organisation de ce débat.
Et donc, je ne ferai pas de coucou, je dirais juste au revoir et rappeler que je pense, Jean-Philippe, Tristan à Bruxelles, moi-même au fédéral, je crois qu'on se projette dans notre rôle aussi parlementaire comme étant ceux qui essayent de faire ce lien au jour le jour entre la société civile, les citoyens, les experts, experts internationaux, les scientifiques. Je crois que j'aurais bien aimé encore écouter davantage Sophie, François sur les inputs scientifiques. Donc, on sait vous trouver. On aura encore besoin de vous pour le débat parlementaire, le débat sociétal. Et merci à tout le monde et à très, très vite pour la suite de nos combats parce qu'ils sont nombreux, importants. Ne nous laissons pas déborder par le pessimisme. On a besoin de toute notre énergie pour ça et bonne fin d'année à toutes et tous.